Verdun, 1916. Dans la boue des tranchées, l'armée française réalise une vérité amère. La légende ne suffit plus pour survivre. Le Lebel modèle 0886, fierté nationale, s'avère trop complexe à usiner. Face à l'attrition foudroyante, les manufactures d'État de Châtellerault et de Saint-Étienne s'effondrent sous une demande impossible. La France manque tragiquement de fusils. La survie du pays est alors confiée à une solution d'urgence, le système Berthier. 20 ans plus tôt, ce nom ne désignait qu'une arme d'appoint, conçue pour la cavalerie par un ingénieur des chemins de fer en Algérie. Pourtant, l'urgence de 1916 transforme ce concept en épine dorsale de l'infanterie. Pour combler les pertes, le ministère de la Guerre confie même sa production à Delaunay-Belleville, un constructeur d'automobiles de luxe reconverti dans l'emboutissage d'acier. Des millions de soldats paieront le prix de ces compromis. Car la véritable histoire du Berthier n'est pas celle d'un mécanisme ou d'une notice technique. C'est l'histoire d'une nation contrainte de sacrifier son idéalisme militaire face à la réalité impitoyable de la production de masse et d'un système industriel qui a dû s'adapter pour ne pas disparaître. Chaque semaine, nous racontons l'histoire des armes françaises, des arsenaux et des choix industriels qui ont façonné l'armée et la mémoire nationale. Abonnez-vous si cette histoire vous parle. Mais la véritable origine du Berthier ne commence pas dans la boue, ni même dans une manufacture d'État, mais de l'autre côté de la Méditerranée, en 1890. L'histoire ne commence pas par la nostalgie, mais par un lieu précis, dans les couloirs du ministère de la Guerre à Paris, en 1890. 4 ans plus tôt, la France a bouleversé l'histoire militaire mondiale avec le Lebel modèle 1886. Ce fusil, une arme longue conçue pour être tenue à l'épaule, a introduit la poudre sans fumée, une innovation qui rend instantanément obsolète toutes les armées d'Europe. Le Lebel est alors bien plus qu'une arme de dotation. C'est le symbole absolu de la puissance industrielle et de la souveraineté française. Les manufactures d'État, notamment la manufacture d'armes de Saint-Étienne et la manufacture d'armes de Châtellerault, tournent à plein régime pour équiper chaque fantassin de la République. Pourtant, derrière ce triomphe de façade, une fracture institutionnelle s'ouvre. Si l'infanterie célèbre le Lebel, d'autres branches de l'armée le rejettent catégoriquement. La cavalerie, l'artillerie et les troupes de gendarmerie considèrent cette arme comme totalement inadaptée à leurs besoins. Le problème ne vient pas de la cartouche, mais de l'architecture même de l'arme. Le Lebel utilise un magasin tubulaire, un système de stockage des cartouches intégré sous le canon, où les munitions sont alignées les unes derrière les autres. Si ce système offre une capacité impressionnante de 8 coups, il impose une contrainte mécanique fatale pour un soldat monté. Pour recharger un Lebel, le tireur doit insérer chaque cartouche, l'ensemble formé par l'étui, l'amorce, la poudre et le projectile, une par une dans le tube. À pied, dans une tranchée, l'opération est gérable. Mais au grand galop, sur le dos d'un cheval en mouvement, manipuler des munitions individuelles avec des gants est une impossibilité doctrinale et physique. La cavalerie exige une arme plus courte, plus légère, et surtout capable d'être rechargée d'un seul geste. Le ministère de la Guerre fait face à une impasse. Les ingénieurs des arsenaux d'État, accaparés par les quotas de production du Lebel, échouent à proposer une carabine, une arme longue généralement plus courte et plus légère qu'un fusil, qui répondent à ce cahier des charges. La commission militaire teste plusieurs prototypes internes, tente de raccourcir le Lebel, mais le mécanisme tubulaire refuse de se plier aux exigences de la cavalerie. Le temps presse et l'État manque de solutions. C'est ici qu'intervient l'un des plus grands paradoxes de l'histoire industrielle militaire française. Le salut ne viendra ni de l'état-major à Paris, ni des ingénieurs d'élite de Puteaux ou de Châtellerault. Il viendra de l'autre côté de la Méditerranée, des bureaux civils d'une compagnie ferroviaire. Émile Berthier n'est pas un militaire. Il n'appartient à aucune manufacture nationale. Il est ingénieur mécanicien pour la compagnie des chemins de fer Beaune-Guelma, en Algérie. Loin des débats parisiens sur la doctrine d'infanterie, cet ingénieur civil observe le problème sous un angle purement mécanique et logistique. Puisque le tube sous le canon est une impasse, il faut changer la manière dont la munition rencontre la chambre, l'espace où la cartouche se place avant le tir. Berthier s'inspire d'une idée autrichienne développée par Ferdinand von Mannlicher, mais l'adapte aux contraintes de la cartouche française de 8 mm. Son idée est radicale pour l'administration française de l'époque. Abandonner le chargement cartouche par cartouche. À la place, il conçoit un système utilisant un chargeur de type lame-chargeur ou clip.
un dispositif métallique amovible qui contient plusieurs cartouches et s'insère directement d'un seul bloc dans le magasin central de l'arme. Ce choix n'est pas qu'une simple astuce d'ingénierie, c'est un changement de paradigme. Le boîtier de culasse, la structure centrale qui reçoit les principaux éléments mécaniques, est redessiné. Il est plus simple, plus robuste et ouvert par le bas pour laisser tomber le clip métallique vide une fois la dernière cartouche chambrée. Du point de vue de la cavalerie, c'est la perfection doctrinale. Un cavalier peut glisser 3 cartouches d'un seul mouvement, sans regarder son arme, et reprendre le combat. En 1890, le ministère de la Guerre valide ce concept inattendu. La carabine de cavalerie modèle 1890 est officiellement adoptée. 2 ans plus tard, l'institution décline le concept pour les artilleurs avec le mousqueton d'artillerie modèle 1892. Le mot mousqueton désigne historiquement cette arme courte destinée aux troupes montées ou aux servants de pièces pour qui l'arme à feu n'est qu'un outil d'autodéfense. La production industrielle est lancée. La manufacture d'armes de Châtellerault, avec ses ouvriers hautement qualifiés, reçoit la mission de forger ces nouvelles armes, bientôt rejointes par Saint-Étienne. Sur les chaînes de montage, le système Berthier prouve un avantage inattendu. Il est remarquablement plus simple à usiner que le Lebel. La culasse, la partie qui ferme l'arrière de la chambre au moment du tir, est épurée et le boîtier exige moins d'étapes de fraisage complexes. À l'aube du XXe siècle, la France semble avoir trouvé son équilibre. L'armée a organisé une stricte division du travail industriel et doctrinal. L'infanterie de ligne, reine des batailles, conserve le majestueux fusil Lebel et ses 8 coups. Les troupes spécialisées, la cavalerie, l'artillerie et la gendarmerie sont équipées des mousquetons Berthier, légers et maniables avec leurs 3 coups. Le système est logique, budgétairement contrôlé et administrativement parfait. Le ministère de la Guerre est convaincu d'avoir résolu le problème de l'armement léger pour les décennies à venir. Le Berthier a trouvé sa place discrète, presque secondaire, dans l'ombre institutionnelle de la légende Lebel. Mais cette belle organisation de temps de paix portait en elle une faille systémique. L'armée française venait de lier son destin à 2 chaînes logistiques différentes, 2 conceptions du rechargement et 2 capacités de tir inégales. L'arme avait trouvé sa place. Le système qui devait la soutenir, lui, n'avait pas encore rencontré l'épreuve de la guerre totale. En août 1914, l'illusion d'une guerre courte et victorieuse s'écrase contre la réalité de la puissance de feu industrielle. Lorsque les millions de soldats français se mobilisent, ils portent le Lebel, confiant dans la supériorité de sa balistique. Mais dès les premiers mois du conflit, la guerre de mouvement se fige pour devenir une guerre de position. Dans la boue des tranchées, sous le pilonnage constant de l'artillerie, les fusils sont perdus, détruits, enterrés ou rendus inutilisables à un rythme que l'état-major n'avait jamais anticipé. Le ministère de la Guerre envoie des demandes désespérées pour remplacer le matériel perdu. Les arsenaux d'État, piliers de l'industrie militaire française, reçoivent l'ordre de décupler leur production. C'est là que le système s'enraye. La manufacture d'armes de Saint-Étienne et la manufacture d'armes de Châtellerault, malgré le dévouement acharné de leurs ouvriers travaillant jour et nuit, se heurtent à un mur physique. Le problème n'est pas la volonté, c'est l'usinage. Le Lebel est un chef-d'œuvre de l'époque de la paix. Son boîtier de culasse, la structure centrale en acier qui reçoit les principaux éléments mécaniques de l'arme, exige des dizaines d'opérations de fraisage complexes, d'ajustage minutieux et de filetage précis pour intégrer le fameux magasin tubulaire. Chaque arme demande un temps de main-d'œuvre qualifié considérable. Or, en 1914, le temps est la seule ressource que la France ne possède plus. Produire un Lebel prend trop d'heures. L'armée française est en train de manquer de fusils et l'État réalise avec effroi qu'il est impossible de fabriquer sa propre arme réglementaire assez vite pour combler les pertes. La décision qui suit n'est pas dictée par une évolution de la doctrine militaire, mais par la terreur logistique. Pour sauver l'infanterie, la commission de l'armement se tourne vers l'arme des cavaliers, le système Berthier. Ce n'est pas la première fois que l'idée d'un Berthier rallongé est évoquée. Dès 1907, la France avait conçu le fusil colonial modèle 1907, une version longue du mousqueton destiné aux tirailleurs sénégalais et aux troupes stationnées en Indochine. À l'époque, c'était une arme de second plan, pensée pour des théâtres d'opérations lointains, où l'entretien du Lebel était jugé trop complexe. Mais en 1915,
ce qui n'était qu'une curiosité coloniale devient le plan de sauvetage de la métropole. Le modèle de 1907 est rapidement mis à jour pour simplifier encore plus sa fabrication, donnant naissance au fusil 0715, modèle 1907 modifié 1915. Techniquement, le fusil 0715 n'est pas adopté parce qu'il est meilleur que le Lebel. Il est adopté parce qu'il est possible de le fabriquer dans l'urgence. Le canon, le tube par lequel le projectile se déplace avant de sortir de l'arme, utilise la même cartouche de 8 mm que le Lebel, conservant ainsi la standardisation de la munition. Cependant, le reste de la conception est une ode à la réduction des coûts et du temps d'usinage. La culasse, la partie qui ferme l'arrière de la chambre au moment du tir, est d'une conception plus directe, avec des tolérances qui acceptent une production plus rapide. Le boîtier de culasse du Berthier présente des flancs plats, ce qui permet de le machiner avec des outils industriels beaucoup plus simples que ceux requis pour les formes arrondies et complexes du Lebel. Le chargeur fixe à l'intérieur de l'arme, conçu pour recevoir le clip métallique de 3 cartouches, ne demande pas l'usinage délicat d'un long tube sous le canon. La crosse, la partie en bois tenue contre l'épaule pour stabiliser l'arme, n'est plus façonnée avec la patience artisanale des armuriers du XIXe siècle, mais usinée massivement et rapidement. Mais même avec cette conception simplifiée, les arsenaux d'État de Châtellerault et de Saint-Étienne, déjà saturés par la réparation des armes endommagées et la production de mitrailleuses, ne peuvent pas répondre aux commandes astronomiques du ministère de la Guerre. La France doit alors briser un tabou institutionnel majeur. Pour la première fois à cette échelle, l'État abandonne le monopole de la fabrication de ces armes longues réglementaires. Le gouvernement ouvre les contrats d'armement à l'industrie civile privée. Des dizaines de sous-traitants à travers le pays commencent à fabriquer des pièces détachées. Mais le symbole le plus frappant de cette percée industrielle est l'implication de Delaunay-Belleville. Avant 1914, Delaunay-Belleville, basé à Saint-Denis, était l'un des constructeurs d'automobiles de luxe les plus prestigieux au monde, fournissant même les tsars de Russie. Avec la guerre, les chaînes de montage de moteurs de luxe sont brutalement démantelées. À la place, les usines sont reconverties pour emboutir de l'acier et forger des boîtiers de culasse pour le fusil 0715. Le contraste est total. L'élite de la mécanique civile française est mobilisée pour doper la production d'une arme de guerre expéditive. Le désespoir industriel est tel que la France franchit même l'océan pour survivre. Des contrats massifs sont signés avec l'entreprise américaine Remington pour produire des fusils Berthier 0715 aux États-Unis, bien que des problèmes de tolérance et de conversion des plans du système métrique au système impérial compliquent considérablement cette commande étrangère. En quelques mois, le Berthier a accompli une percée que personne n'aurait pu prédire en 1890. Il est passé du statut de mousqueton, de cavalerie marginale, à celui de fusil de la survie nationale, forgé par des usines d'automobiles et commandé par centaines de milliers d'exemplaires. Le système industriel français avait réussi l'impossible. Standardiser et produire une nouvelle arme en plein milieu du plus grand conflit de l'histoire. Mais ce miracle de la production allait se fracasser contre une réalité que les ingénieurs d'usine ne pouvaient pas corriger. La ligne de montage avait été sauvée, mais sur le champ de bataille, les soldats allaient découvrir le prix sanglant de ce compromis. En 1916, la France ne se bat plus seulement avec ses soldats, elle se bat avec ses usines. L'année marque l'apogée absolue du système Berthier. Ce qui n'était autrefois qu'une carabine spécialisée, confinée aux cavaliers d'Afrique du Nord, est devenu le roi incontesté de la production de guerre française. Pour comprendre l'ampleur de ce basculement, il faut observer le paysage industriel de l'époque. Les arsenaux traditionnels, la manufacture d'armes de Châtellerault et la manufacture d'armes de Saint-Étienne, fonctionnent bien au-delà de leurs limites physiques. Les forges tournent de jour comme de nuit, le martèlement des presses d'emboutissage résonne sans interruption, et la fumée noire des cheminées recouvre des villes entières. Mais ces institutions d'État, seules, ne suffisent pas à combler le gouffre matériel du front. Le ministère de la Guerre, poussé par la pression d'un conflit dévoreur d'hommes et de matériel, a dû transformer la géographie même de l'armement français. La production du fusil 0715 s'est étendue à des géants de l'industrie civile. Delaunay-Belleville, l'ancien fleuron de l'automobile de luxe, livre désormais des dizaines de milliers d'armes.
Les établissements Contine Souza, initialement spécialisés dans la mécanique de précision et la fabrication de phonographes à Paris, usinent maintenant des culasses en acier. C'est une mobilisation totale. Sur ces nouvelles chaînes de montage, le visage de la main-d'œuvre a radicalement changé. Les ouvriers spécialisés, happés par les tranchées, ont été remplacés par des centaines de milliers de femmes, les munitionnettes. Ce sont elles qui fraisent l'acier, contrôlent les rayures, ces rainures à l'intérieur du canon qui stabilisent la trajectoire du projectile en vol, et assemblent le mécanisme brut du berthier. Dans le vacarme assourdissant de ces ateliers, la simplicité relative du berthier prouve sa valeur stratégique. Là où le Lebel exigeait un ajustage d'orfèvre et un temps de main-d'œuvre devenu insoutenable, le fusil 07-15 permet une cadence infernale. Le magasin fixe, conçu pour recevoir le clip métallique de 3 cartouches et intégré directement sous le boîtier de culasse, se prête parfaitement à un usinage rapide et moins coûteux. En quelques mois, la production atteint des sommets que l'état-major n'aurait jamais cru possible en temps de paix. Chaque arme sortant des usines civiles doit néanmoins passer par l'implacable vérification des contrôleurs de l'État. Sur le métal brut, à côté des marques prestigieuses des anciens constructeurs automobiles, les inspecteurs militaires frappent les poinçons d'épreuve. Ces marquages de réception n'étaient pas de simples formalités bureaucratiques. Ils étaient de la preuve physique que l'État acceptait de lier la survie de son armée à des contrats privés. Ce système d'inspection décentralisé, coordonné d'une main de fer par le sous-secrétariat d'État à l'artillerie et aux munitions, a sauvé le pays de l'effondrement logistique. Dans une France qui voulait croire à sa souveraineté industrielle, ce modèle ne représentait pas seulement une arme de dotation. Il représentait la capacité d'un État à définir son besoin, à le dessiner, à le produire, à le distribuer, puis à en assumer les conséquences. Le succès industriel est retentissant. À son apogée, l'industrie française parvient à forger et à assembler des milliers de fusils Berthier par jour. Les archives du service historique de la Défense débordent de registres d'expéditions validant des lots immenses destinés à l'enfer de Verdun, au bout de la Somme et aux dépôts lointains de l'armée d'Orient. La France a réussi l'impossible, réarmer la plus grande force militaire de son histoire au milieu d'un cataclysme mondial. Le fusil 07-15 est distribué massivement aux fantassins de ligne, aux troupes coloniales, à la Légion étrangère et aux bataillons de chasseurs. Les trains quittent les gares industrielles de la Loire et de la région parisienne, chargés de lourdes caisses en bois remplies de fusils neufs. Pourtant, cette victoire éclatante des usines cache un paradoxe redoutable. Si la cadence de production a sauvé la nation sur le plan des bilans comptables, elle a figé l'armée française dans un terrible compromis. Le chiffre vertigineux de la production dissimule une faiblesse structurelle que les ouvrières de Saint-Denis ne peuvent pas voir depuis leurs établis, mais que les soldats vont payer de leur vie sur le terrain. L'outil de production avait parfaitement répondu à la commande. L'arme était enfin disponible en masse. Le cauchemar doctrinal, lui, allait seulement commencer. L'hiver 1916 révèle cependant la faille sanglante du système. Sur le front de Verdun et dans les boues de la Somme, le fantassin français, désormais équipé massivement du fusil 07-15, se heurte à une réalité mathématique impitoyable. Le problème n'est pas la balistique de la cartouche, ni la robustesse du boîtier de culasse usiné à la hâte dans les usines parisiennes. Le problème réside dans l'ADN même de l'arme, un héritage direct de sa naissance en 1890. Son chargeur à 3 coups. À la fin du 19e siècle, pour un cavalier en mouvement ou un artilleur protégeant sa pièce, tiré 3 fois avant de devoir insérer un nouveau clip, cette petite lame métallique regroupant les munitions était jugée largement suffisant par la doctrine militaire. Mais dans l'enfer d'une tranchée en 1916, face aux assauts de masse de l'infanterie allemande, ce chiffre devient un arrêt de mort. L'ennemi est principalement équipé du système Mauser, un fusil doté d'un magasin interne, un espace de stockage intégré à l'arme, contenant 5 cartouches. Dans les duels de feu à très courte portée, cette différence de 2 munitions change tout. Pendant qu'une escouade française épuise ses 3 coups en quelques secondes et doit ouvrir la culasse pour insérer un nouveau clip, la ligne allemande continue de tirer. Les rapports des officiers de première ligne affluent vers le grand quartier général, GQG. Les mots sont durs, désespérés. La troupe réclame une puissance de feu équivalente pour survivre. Le ministère de l'Armement se retrouve mis au pied du mur par l'urgence tactique.
changer de modèle de fusil est absolument impossible. Fermer les chaînes de montage de la manufacture d'armes de Châtellerault ou suspendre les contrats avec Delaunay-Belleville pour concevoir une arme entièrement nouvelle provoquerait l'effondrement immédiat du front. La Commission exige donc une modification d'urgence. Le système Berthier doit passer à 5 coups immédiatement, sans ralentir la cadence de production globale. Les ingénieurs d'État, travaillant sous une pression écrasante, trouvent une solution qui sacrifie toute élégance à l'efficacité brute. Puisque le mécanisme interne ne peut pas être élargi sans repenser la totalité de l'usinage du boîtier de culasse, ils décident d'étendre le magasin vers le bas. Le fusil modèle 1916, souvent appelé Berthier 1916, naît de cette urgence absolue. Sous le ventre en bois de l'arme, une excroissance métallique proéminente apparaît, conçue pour accueillir un nouveau clip contenant désormais 5 cartouches. Pour protéger ce grand magasin protubérant de la boue omniprésente des champs de bataille, les concepteurs y ajoutent un couvercle basculant en tôle. C'est une rustine industrielle, un bricolage d'État dicté par la guerre, mais un bricolage qui fonctionne. Dans les usines, la transition est brutale. Les presses doivent être modifiées, les plans redessinés, les tolérances réajustées en pleine tempête. Pendant des mois, les manufactures françaises vont produire simultanément le modèle 07 15 à 3 coups et le nouveau modèle 1916 à 5 coups. Cette décision crée un cauchemar logistique sans précédent pour les dépôts militaires. Les intendants doivent gérer l'approvisionnement de 2 types de clips différents sur la ligne de front. Un clip de 5 coups ne peut pas entrer dans un fusil de 1915, tandis qu'un clip de 3 coups flotte dans le magasin du modèle 1916. L'institution militaire accepte ce chaos logistique, car c'est le seul moyen de maintenir le flux d'armes vers les tranchées. L'apogée culmine à l'automne 1918. À la signature de l'armistice, la France a réussi l'impensable. Elle a produit plus de 2 millions de fusils et mousquetons Berthier sous toutes leurs formes. Ce système, né pour équiper quelques régiments coloniaux et escadrons de cavalerie, a vaincu le plus grand conflit industriel de l'histoire humaine. Sur les photographies de la victoire, c'est ce fusil que les soldats brandissent, couvert de boue, son magasin de 5 coups dépassant lourdement de la crosse. La France a survécu et ses manufactures ont prouvé leur incroyable capacité d'adaptation. L'arme avait parfaitement répondu à l'urgence de son époque. Mais cette montagne de métal forgé cachait un piège redoutable. Les millions de fusils qui venèrent de sauver la nation allaient bientôt devenir la prison technologique de l'armée française. Le 11 novembre 1918, le fracas des forges s'arrête enfin. La guerre est gagnée et la France contemple l'immensité de son propre effort industriel. Dans les dépôts militaires, de Vincennes à Marseille, s'entassent des millions de fusils et de mousquetons Berthier. Mais ce qui devait être le triomphe incontestable de la manufacture française allait rapidement se transformer en un piège institutionnel redoutable. Le premier signe de rupture ne vient pas d'une usine qui ferme ses portes, ni d'une défaillance mécanique sur le terrain. Il naît d'une décision budgétaire silencieuse dans les couloirs du ministère de la Guerre, au début des années 1920. La France d'après-guerre est exsangue. L'État doit reconstruire ses villes dévastées, ses routes et son économie. Le budget alloué à l'armée est drastiquement réduit. Face à cette montagne d'armes de surplus qui sature les râteliers des casernes, la commission de l'armement fait un choix dicté par l'économie. Puisqu'il y a suffisamment de fusils Berthier pour équiper l'armée française pendant des décennies, il n'y a aucune urgence financière à concevoir, tester et produire massivement un nouveau fusil d'infanterie. C'est ici qu'intervient la force insidieuse qui va fragiliser l'armement français. La lenteur administrative combinée au fardeau de l'inventaire. Le Berthier, conçu en 1890 comme une simple arme d'appoint pour la cavalerie coloniale et transformé en 1915 en arme de survie nationale, devient paradoxalement le standard intouchable de la nation victorieuse. Pendant que les autres puissances militaires mondiales standardisent des armes d'épaule plus courtes, dotées de magasins internes à double colonne beaucoup plus efficients, la France reste prisonnière de ses propres stocks. Pourtant, les ingénieurs des arsenaux d'État savent parfaitement que le système est frappé d'obsolescence. La munition historique de 8 mm sur le Lebel, avec son large bourrelet à la base, pose des problèmes d'alimentation constants dans les armes automatiques modernes. Le système de rechargement par clip de 3 ou 5 coups est définitivement dépassé par la cadence des nouveaux conflits. En 1924, l'armée adopte enfin une cartouche moderne de 7,6 mm sans bourrelet, alignant la France sur les standards internationaux.
Mais au lieu de financer immédiatement la production d'un fusil neuf pour tirer cette munition, le ministère tente de faire des économies en recyclant le métal du passé. La manufacture d'armes de Châtellerault reçoit alors une mission industriellement complexe: moderniser les vieux stocks de mousquetons pour les adapter à la nouvelle ère. Ce programme donne naissance au mousqueton modèle 1892, modifié 1934. Les ouvriers de l'État doivent retirer l'ancien canon, le tube rayé par lequel le projectile est expulsé, usiner à nouveau le boîtier de culasse et repenser totalement le magasin, le système de stockage intégré à l'arme, pour qu'il accepte la cartouche de 7,5 et un chargeur de type Mauser. Sur le papier, c'est une solution de transition élégante. Dans la réalité des ateliers de la Vienne, c'est un gouffre. Le processus de conversion demande tant d'ajustements manuels, tant d'heures de main-d'œuvre qualifiée, que les cadences de sortie sont dérisoires. L'institution tente de réparer une doctrine du 19e siècle avec un budget du 20e siècle, et elle échoue silencieusement. Le temps passe, les commissions débattent, les prototypes s'accumulent dans les archives, et l'outillage vieillit. Lorsque la France adopte finalement un fusil réglementaire véritablement moderne, le MES-36 conçu par la manufacture d'armes de Saint-Étienne, il est tragiquement trop tard. Le programme de remplacement a pris presque 20 ans de retard administratif. En septembre 1939, lorsque la guerre éclate à nouveau, la ligne de production du MES-36 est incapable de fournir ne serait-ce qu'une fraction des armes nécessaires à la mobilisation générale. C'est alors que le piège de 1918 se referme sur le soldat français. Lorsque les réservistes arrivent dans les dépôts pour percevoir leur équipement, le choc est immense. Au lieu du matériel moderne espéré, l'intendance leur tend les armes de leur père. En mai 1940, lorsque les divisions blindées allemandes déferlent sur les Ardennes, la majorité écrasante des fantassins français qui montent au front portent dans le mousqueton 1892, le fusil 07-15 ou le lourd fusil 1916. Face à une infanterie motorisée ennemie, le soldat français se retrouve à manipuler des clips en tôle, conçus avant même l'invention de l'aviation militaire. Le désastre de 1940 n'est pas dû à la qualité de l'acier forgé par Delaunay-Belleville ou par les usines de Saint-Étienne un quart de siècle plus tôt. Les mécanismes ont fonctionné exactement comme l'ingénieur Émile Berthier l'avait dessiné en 1890. Le problème n'était pas l'arme, le problème était le système de décision étatique qu'il avait laissé en première ligne. Le Berthier n'avait pas trahi les soldats. Ce sont les ministères et les commissions de l'armement qui avaient échoué à s'adapter au rythme impitoyable de l'histoire. L'armistice de 1940 marque l'anéantissement de l'armée française telle qu'elle avait été pensée sous la Troisième République. Mais pour le système Berthier, la défaite militaire ne signifiait pas la disparition totale. Le modèle allait survivre à l'effondrement métropolitain, non plus comme le bouclier d'une nation, mais comme un outil relégué aux marges d'un empire qui commençait déjà à vaciller. En 1945, la France émerge des ruines de la Seconde Guerre mondiale avec une obsession: moderniser ses forces armées pour retrouver son rang sur la scène internationale. La nouvelle doctrine exige des armes automatiques et semi-automatiques. Les manufactures d'État, sous l'impulsion du gouvernement, accélèrent la production du MAS-36 à répétition manuelle et préparent l'adoption imminente du fusil semi-automatique MAS-49, une arme plus moderne où le mécanisme recharge automatiquement après un tir, reléguant la lenteur des anciens verrous au passé. Dans ce nouveau paysage institutionnel, le système Berthier est définitivement déclassé. Pour les divisions d'infanterie régulières appelées à se standardiser sur le modèle de l'OTAN, il n'est plus qu'une relique mécanique encombrante. Cependant, la République française ne jette jamais ce qu'elle possède déjà en millions d'exemplaires. Le ministère des Finances, exsangue après des années d'occupation, refuse de gaspiller le moindre outil. L'arme ne meurt donc pas instantanément. Elle entame un long processus de déclassement institutionnel en cascade, glissant inexorablement de l'armée de première ligne vers les forces de maintien de l'ordre et les confins de l'empire colonial. Le ministère des Armées transfère d'immenses stocks de fusils et de mousquetons vers le ministère de l'Intérieur. Le mousqueton Berthier 1892 et ses variantes deviennent les armes emblématiques de la gendarmerie nationale et des compagnies républicaines de sécurité, CRS, naissantes. Dans les armureries de gendarmerie des années 1950, l'arme trouve une seconde vie inattendue. Pour un gendarme de brigade rurale, la longueur réduite du mousqueton et son poids raisonnable
en font un outil de patrouille tout à fait acceptable. Sa fonction n'est plus de saturer une tranchée de tir, mais de représenter visuellement l'autorité de l'État en bandoulière. Pourtant, même dans ce rôle pacifié, le fardeau logistique demeure entier. Il faut continuer d'approvisionner ces milliers de brigades isolées en clips de 3 ou 5 cartouches de 8 mm, une munition à bourrelet que les arsenaux modernes considèrent déjà comme une hérésie logistique. L'institution s'épuise à maintenir des chaînes d'approvisionnement pour une munition née au siècle précédent. Le véritable crépuscule du Berthier se joue cependant loin de la métropole, dans les guerres de décolonisation. En Indochine, face aux impératifs d'un conflit asymétrique, dévoreur de matériel, le commandement français distribue massivement ses vieux fusils aux troupes auxiliaires, aux milices locales et aux gardes de plantation. Dans les dépôts coloniaux moites, des caisses en bois datant parfois de la production d'urgence de 1917 sont rouvertes. Les soldats supplétifs se retrouvent équipés de longs fusils 0715 ou de mousquetons 1916 pour affronter la guérilla. Sur le terrain asiatique, le décalage technologique devient cruel. Le soldat ou le milicien armé d'un Berthier doit affronter des adversaires de plus en plus équipés de pistolets mitrailleurs modernes ou d'armes automatiques de conception soviétique. Le mécanisme, ce système de verrouillage manuel qui avait sauvé la France à Verdun, se révèle d'une lenteur tragique dans les embuscades de la jungle. L'arme fonctionne mécaniquement. La culasse verrouille toujours la chambre avec une fiabilité brute, mais la doctrine qu'il avait conçue est complètement morte. Le problème n'était pas la qualité de l'ingénierie d'Émile Berthier. Le problème était le temps qui s'était écoulé. La même scène crépusculaire se répète quelques années plus tard, durant la guerre d'Algérie. Les harkis, les groupes d'autodéfense et autres unités de réserve reçoivent les derniers lots de mousquetons extraits des arsenaux. L'image est d'une ironie historique mordante. L'arme, inventée en 1890 spécifiquement pour les employés des chemins de fer et les troupes d'Algérie, y retourne pour livrer ses ultimes combats, 70 ans plus tard. Mais cette fois, le système industriel français ne la soutient plus du tout. La manufacture d'armes de Châtellerault et la manufacture d'armes de Saint-Étienne ont définitivement tourné la page. Les chaînes de production ne fabriquent plus aucune pièce détachée pour le Berthier. Les armuriers régimentaires sont contraints de cannibaliser d'anciennes armes, démontant des détentes et des percuteurs rouillés pour en réparer d'autres. Quant aux entreprises civiles de la Grande Guerre, comme Delaunay-Belleville, elles ont depuis longtemps repris leurs activités civiles ou ont sombré dans des crises économiques de l'entre-deux-guerres. La vaste toile d'araignée industrielle qui avait permis l'usinage frénétique de millions de fusils s'est complètement évaporée. Le Berthier n'est plus nourri par une industrie. Il ne survit que sur l'inertie de ses propres stocks. Au tournant des années 1960, le couperet institutionnel tombe enfin de manière irrévocable. La gendarmerie standardise son armement autour du MAS-36, puis des armes semi-automatiques. Les derniers mousquetons sont retirés des râteliers des commissariats, des casernes rurales et des unités d'outre-mer. Le ministère prend la décision finale, l'aliénation massive des stocks historiques. Des centaines de milliers d'armes, dont les boîtiers de culasse portaient encore les poinçons d'inspection désespérés de la Première Guerre mondiale, et les marques des constructeurs automobiles parisiens, sont envoyées à la destruction. Les crosses en noyer sont brûlées en tas, l'acier trempé est envoyé à la fonte pour être recyclé. D'autres lots sont neutralisés ou vendus à bas prix sur les marchés d'exportation civile. L'arme n'a jamais été vaincue par un défaut mécanique fondamental. Elle a été balayée par la standardisation mondiale, effacée par un État qui n'avait plus les moyens, ni le besoin, de maintenir en vie le fantôme logistique de son passé. L'Empire s'est effondré. La doctrine a changé. Les manufactures ont tourné la page. Les usines automobiles ont oublié leurs contrats. Les râteliers se sont vidés. L'arsenal est devenu silencieux. Le système s'est éteint. L'arme avait enfin quitté le service actif. Mais l'effacement définitif des casernes et de la mémoire ouvrière allait ouvrir la porte à un autre type de survie, beaucoup plus fragmentée et silencieuse. Aujourd'hui, dans la mémoire collective française, le système Berthier souffre d'une injustice tenace. Quand la nation se souvient de ses soldats de la Première Guerre mondiale, l'imaginaire populaire, la littérature et le cinéma mettent presque systématiquement en scène le majestueux fusil Lebel. Le Lebel a capturé la gloire, la nostalgie d'une époque révolue
et l'honneur de la République. Le système Berthier, lui, a hérité de la boue, des compromis d'urgence et du silence industriel. Pourtant, pour les historiens de l'armement, les conservateurs de musées et les archivistes de l'État, la vérité institutionnelle est radicalement différente. Le Berthier n'est pas une note de bas de page dans l'histoire militaire française. Il en est le chapitre industriel le plus spectaculaire et le plus révélateur. Pour comprendre cet héritage, il ne faut pas chercher sur d'anciens champs de bataille, mais dans les archives silencieuses du service historique de la Défense, à Vincennes et à Châtellerault. Dans ces rayonnages à température contrôlée, des milliers de dossiers de production, de registres d'inspection, de rapports de la Commission de l'armement et de plans techniques racontent une histoire de survie absolue. Ce qui survit dans ces documents cartonnés, ce n'est pas seulement la géométrie d'une culasse ou les codes d'un magasin à 5 coups. C'est la trace d'un État qui a dû apprendre, dans la douleur, à renoncer à son orgueil manufacturier pour empêcher l'effondrement de son armée. La véritable valeur du Berthier aujourd'hui se lit directement sur l'acier de ses boîtiers de culasse. Cette structure centrale qui recevait les mécanismes. Pour les communautés de préservation historique et les collectionneurs qui conservent ces objets patrimoniaux, souvent neutralisés, l'arme est un livre ouvert sur l'économie de guerre française. Sur un seul et même fusil assemblé en 1916, un conservateur peut identifier un canon forgé par la manufacture d'armes de Saint-Étienne, une culasse usinée par un sous-traitant en Auvergne et un assemblage final réalisé dans la précipitation. Mais le symbole le plus puissant reste ce poinçon improbable, frappé profondément dans le métal, celui de Delaunay-Belleville ou des établissements Contins-Souza. Voir la marque d'un constructeur d'automobiles de grand luxe ou d'un fabricant de phonographes sur une arme réglementaire destinée aux pires tranchées d'Europe est un véritable choc historique. Ce marquage ne parle pas de balistique ni de tactique. Il parle d'ouvrières parisiennes travaillant de nuit, de chaînes de montage civils brutalement reconverties et d'une nation qui a dû vider ses ateliers privés pour forger des millions d'armes d'épaule. C'est la preuve physique que l'industrie française, au moment de sa plus grande épreuve, ne fabriquait plus seulement des objets, elle fabriquait du temps pour permettre au front de tenir. Même l'accessoire le plus modeste du système, le clip métallique, ce simple dispositif conçu pour maintenir 3 ou 5 cartouches ensemble et les insérer dans le magasin, est devenu un artefact de mémoire. Des millions de ces petites lames d'acier ont été embouties, utilisées dans l'urgence, jetées, puis oubliées. Aujourd'hui, lorsqu'une société historique locale ou un archéologue du paysage déterre l'un de ces clips tordus et rouillés dans un champ de l'Est de la France, il ne trouve pas un simple déchet militaire. Il trouve le point de bascule exact de la doctrine française, le moment précis où la nation a accepté qu'il valait mieux tirer vite et imparfaitement, plutôt que d'attendre l'arme parfaite. Le destin du système Berthier nous rappelle une vérité fondamentale et cruelle sur les programmes d'armement de l'État. Une arme n'a pas besoin d'être la plus belle, la plus innovante, ni la plus respectée pour sauver un pays. Elle a simplement besoin d'être fabricable au pire moment possible de l'histoire. Le Lebel était l'arme que la France voulait. Le Berthier était l'arme dont la France avait désespérément besoin. Émile Berthier, ce simple ingénieur de la Compagnie des chemins de fer de Bonne-Guelma, en Algérie, n'avait jamais cherché à créer un symbole national. En 1890, il voulait juste régler un problème logistique d'encombrement pour des cavaliers en patrouille. L'ironie implacable de l'histoire a voulu que son mécanisme, dicté par le pragmatisme, devienne le moteur de survie de la plus grande armée d'Europe. L'époque qui a rendu cette arme nécessaire a totalement disparu. L'empire colonial qui l'a vu naître et où elle a tiré ses derniers coups de feu s'est effondré. La doctrine militaire de la guerre de tranchées est morte. Les usines d'automobiles qui ont forgé ces pièces de survie ont été absorbées, restructurées, puis définitivement effacées du paysage industriel de la région parisienne. Les manufactures d'État, de Châtellerault à Tulle, ont fermé leurs grandes portes de fer les unes après les autres, emportant avec elles le savoir-faire de l'armement léger national. Il ne reste aujourd'hui que le silence des objets. Dans les salles froides des musées, la machine ne protège plus personne. Elle témoigne d'un monde disparu. Derrière une vitrine du musée de l'armée, sous une lumière soigneusement tamisée, le boîtier de culasse d'un vieux mousqueton de 1916 repose sur un présentoir neutre. Sur l'acier patiné,
à côté de rayures usées par un demi-siècle de service, le poinçon profond d'une ancienne usine civile parisienne reste parfaitement lisible, comme si l'atelier venait seulement de s'éteindre. À très bientôt pour la prochaine histoire.